Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sport Mag. C'est ici que l'on parle sport et territoire. Depuis le début de ce Salon des maires, les invités, les acteurs du sport se succèdent sur ce plateau pour parler de leur implication, de leur intégration dans les territoires notamment. Maintenant, on va parler de Savat et j'ai 4 invités autour de moi. Il y a d'abord Florence Cavita. Florence Cavita, bonjour. Vous êtes responsable nationale de l'Association nationale de la performance sociale du sport. C'était très long. Voilà, c'était pour vous accueillir et pour vous situer. On a à vos côtés le président Joël Dumès, président de la Fédération française de Savat Boxe française, c'est comme ça qu'on dit. À côté de moi, Damien Alouche, maire d'Épinay-sous-Sénart, et puis Hugues Relier, directeur technique national de la Savat. Merci à vous d'être avec nous. Le thème, c'est les clubs de Savat Boxe française, président partenaire des collectivités dans la mise en œuvre des politiques du sport. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons à peu près 750 clubs et la performance sociale, c'est pas, sans le savoir, de nombreux clubs, presque tous les clubs, font de la performance sociale. Et même si c'est un mot un petit peu et un terme un petit peu nouveau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les clubs au niveau de l'handicap, au niveau de la santé, au niveau du social, on travaille tous ensemble et bien sûr sur tous les territoires. Et avec à ce sujet-là, moi je tiens à remercier bien sûr quelqu'un d'important dans un des territoires, dans son territoire, dans sa mairie, dans sa collectivité, dans sa municipalité. C'est monsieur le maire Damien Alouche qui est là présent à nos côtés. Merci monsieur le maire. Et puis bien sûr Florence Cavita, la présidente de la NPSS, qui est à mes côtés et avec qui on est membre d'ailleurs de la NPSS, la fédération, et puis bien sûr notre directeur technique national, Hugues Relier, qui répondra bien plus à vos questions sur ce sujet des plus épineux, mais qui est des plus performants. Merci. Merci à vous, président Florence Cavita. Je me tourne vers vous. Qu'est-ce que c'est que la performance sociale du sport ? Alors la performance sociale par le sport, c'est toute action qui va être menée par des acteurs sociosportifs et pas uniquement, mais mine de rien qui utilisent le sport avec pour objectif de pouvoir simplement accompagner des individus, que ce soit des enfants, des adolescents, des personnes âgées, à pouvoir s'intégrer dans la société. On va retrouver notamment dans des fédérations, ça va être d'ailleurs le cas de la Fédération française de boxe Savat, des clubs qui vont mettre en place des actions à destination de ces publics autour de l'insertion, la santé, le handicap, le vivre ensemble, qui finalement sont des actions qui sont impactantes et répondent aussi aux problématiques des politiques publiques. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Alors totalement. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'un de nos programmes phares au sein de l'Association nationale de la performance sociale du sport, qui est le programme Inclure par le sport, où nous travaillons avec 7 fédérations qui sont lauréats du plan d'investissement dans les compétences, donc un programme qui est financé par le ministère du Travail et la Caisse des dépôts et des consignations. Et dans ce cadre-là, nous mettons en place une action d'insertion par le sport sur les territoires à destination les jeunes de 16 à 25 ans vivant en QPV, vivant sur les territoires prioritaires, qui ont des difficultés à finalement formaliser leurs projets ou qui aujourd'hui ne sont pas forcément à l'aise avec le format type formel qui est proposé dans le cadre de l'accompagnement. Et c'est via l'approche des clubs, cette approche informelle, cette approche à travers le coaching socio-sportif pour finalement mettre en avant les compétences, le savoir-être des jeunes, qu'ils vont finalement pouvoir être accompagnés petit à petit à mettre les grandes étapes de leur projet professionnel à plat, et notamment avec l'aide de d'autres acteurs sur les territoires. Il y a des interventions dans les prisons aussi ? Alors oui, pour certains des clubs, oui, effectivement, font aussi des interventions dans les prisons pour justement parfois préparer la sortie, parfois aussi garder finalement ce lien autour du sport pour travailler la confiance en soi, la motivation, la remobilisation, parce que c'est aussi un formidable outil pour remobiliser les acteurs et en même temps faire de la prévention pour maintenir le lien et préparer aussi progressivement la sortie après la période d'incarcération. Merci beaucoup. Hugues, je me tourne vers vous. Pourquoi la Savat finalement ?
Pourquoi c'est la savate qui va permettre ça parmi les nombreux sports qu'il y a sur notre territoire? Alors il n'y a pas que la savate évidemment, hein. Tous les sports effectivement peuvent être utiles dans la question de l'impact que peut avoir l'activité physique dans le cadre des politiques locales, hein, et auprès des bénéficiaires. Mais la savate, elle a ça de particulier. D'abord, c'est une pratique individuelle ou plutôt interindividuelle, c'est-à-dire qu'on est en face à face et que donc immédiatement on se retrouve dans une situation d'opposition. Mais finalement, dans cette situation d'opposition, il faut arriver à travailler avec l'autre. Et quand on est un public qui a souffert, qui a des problématiques sociales, qui a eu pour des raisons X ou Y de santé une dégradation de son corps, des problématiques d'estime de soi, une activité physique comme ça qui est interindividuelle, qui est une situation d'opposition dans laquelle il faut qu'on travaille ensemble, sur laquelle il faut qu'on respecte des touches, il faut qu'on respecte l'autre, etc., permet quand même de travailler sur toutes ces questions-là. Et puis après, plus globalement, on a quand même des éducateurs aujourd'hui qui sont formés, qui accompagnent les publics. On a des clubs associatifs qui permettent de prendre le temps aussi avec les individus qui viennent, avec les pratiquants, de créer du lien social. Et le lien social, quand on est avec des publics, encore une fois, sur les jeunes, sur l'éducation, quand on est avec des publics en réinsertion sociale, cette question du lien social, elle est indispensable. Et donc l'associatif, et donc les sports de combat, c'est à mon avis un formidable outil pour pouvoir justement mettre en œuvre l'ensemble de ces politiques sportives. Et tout le monde joue le jeu, vous avez parlé de l'implication des clubs, des éducateurs, c'est vraiment une mayonnaise qui a pris... Alors, on va pas se mentir, tous les clubs du réseau fédéral ne sont pas engagés pleinement dans ces questions d'impact social. Par contre, tous nos éducateurs sont formés et en tant qu'éducateurs, ils font passer des messages, ils font passer un certain nombre de règles, etc. Et puis, il y a un certain nombre de clubs qui, eux, ont décidé de véritablement être partenaires des collectivités et ont engagé des vrais dispositifs sur la santé. À Nantes, par exemple, il y a quand même une éducatrice sportive qui travaille avec un CHU, un service ambulatoire d'addictologie avec des personnes qui ont des troubles alimentaires sévères et qui, à travers la Savate Box française, permet à ces personnes-là de retrouver de l'estime de soi, de retrouver confiance, etc. On a des territoires, par exemple l'Ariège, des clubs qui travaillent avec des centres de réinsertion sociale et qui permettent à des personnes de tous horizons de venir se retrouver, de recréer du lien, de réapprendre aussi à vivre avec les autres, à retrouver une image positive d'eux-mêmes. Voilà. Et donc ça permet de travailler sur la réinsertion. On a des clubs qui travaillent dans les établissements pénitentiaires, on a des clubs évidemment qui travaillent sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. On a un gros travail qui est fait aujourd'hui sur le handicap mental. On a un travail qui est fait toujours dans l'Ariège, qui est un territoire assez dynamique, sur la question des dys, avec les jeunes, dyspraxie, dysphasie, dyslexie, et qui permet aussi, à travers une pratique corporelle, d'améliorer ensuite ce qui peut être transférable dans le milieu scolaire pour ces jeunes-là. Vous voyez, donc il y a des clubs qui sont très engagés sur ces politiques-là et qui travaillent directement en lien avec les réseaux locaux, avec les collectivités territoriales. Qu'est-ce qui a motivé ce projet fédéral ? Je crois que c'est tout simplement la vie du club en fait qui veut ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un club, il est inscrit dans sa localité. Et donc, aujourd'hui, le club, il est ouvert sur les problématiques sociales et les problématiques locales. Et je pense que le meilleur exemple, c'est le plateau autour de la table. C'est-à-dire que quand il y a un élu local ici qui dit moi j'utilise le sport parce que c'est intéressant, qu'un représentant du sport dit oui, mais nous on a un enjeu aussi, on a une responsabilité vis-à-vis des politiques qui sont mises en place et comment on peut travailler ça. Et puis on a une représentante d'une association qui fédère le mouvement sportif autour de cette idée que travailler ensemble, on est plus fort et on est plus impactant. Je pense que il y a une prise de conscience aujourd'hui globalement du mouvement sportif pour être plus impactant sur l'ensemble des politiques qu'on peut avoir. Justement, comment tous les deux, vous, Damien, vous avez été amenés à travailler ensemble ? Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble. Mais pour autant... mais vous l'envisagez ? Non seulement je l'envisage, mais pour une raison assez simple. Alors, j'ai pas à Épier-sous-Sénart, il n'y a pas de club de boxe française savate. En revanche, pour le maire que je suis, et au regard des valeurs qui sont portées par le sport, c'était une évidence de le dire, mais permet de constituer une forme
un socle de valeurs et de manière de penser, de manière de se tenir, de se comporter, de penser et de voir le monde. Il se trouve que le président de la Fédération française de boxe française a été mon professeur de BF. Il y a de ça quelques décennies. Donc évidemment, si vous voulez, êtes sensible. c'est sensible parce que ce qu'il a eu à m'apprendre en tant que professeur, de manière inconsciente, quand j'avais entre 13 et 16-17 ans, m'a profondément impacté, m'a profondément marqué, a été un vrai bagage. Et partir sur la question du bagage, ça a été dit à plusieurs reprises, le sport, il peut être perçu en termes de performance, non pas sociale, mais de compétition. C'est-à-dire effectivement d'avoir des grands champions, c'est important parce que ça permet de donner à voir, et puis voilà, il y a une exigence, une rigueur, et c'est vraiment exemplaire. Or maintenant, depuis quelques années maintenant, on arrive à voir le sport de manière différente. Moi, je suis très attaché. Alors, s'il y a des champions à Épinay sous Sénart, tant mieux, et il y en a, et c'est très bien. Je regarde aussi de la manière dont le sport va parler à la plus grande partie de la population, de 0 jusqu'à 107, 108 ans. Parce que en fait, la place du sport dans la ville, elle doit être centrale. Elle doit être pensée, elle doit être centrale. Elle est centrale évidemment avec les clubs. On a encore un réseau de bénévoles et de clubs, que ce soit du foot, que ce soit de la danse, que sais-je. Tous les clubs qui sont présents, on a près de 80 clubs à Épinay sous Sénart, ils ont une place centrale dans la ville. Parce qu'ils permettent à chacune et à chacun des habitants de pouvoir être inclus dans la ville. Et on l'a vu suite au Covid. La baisse, il y a de ça 1 an et demi, au sortir du Covid, le nombre de bénévoles, d'adhérents qui a clairement chuté, ça reprend maintenant, on le ressent dans la ville et on ressent dans l'état d'esprit des habitants, de la manière dont ils ont d'être dans la ville aussi. C'est-à-dire que plus ils sont actifs, et c'est pas une question de niveau, c'est une question de faire du sport, faire de l'activité physique, et j'y reviendrai après, c'est absolument déterminant parce que effectivement c'est la manière, la place qu'ils prennent à l'intérieur de la ville avec les associations. C'est le Covid qui a un petit peu changé les mentalités pour augmenter, élargir la place du sport dans la ville. Alors pas que, parce qu'effectivement ça a été dit par tous les acteurs sur ce plateau, le sport a toujours eu une place très particulière dans la vie finalement de chacun. On le voit notamment avec les clubs sportifs qui aujourd'hui, ceux qui font du sport aujourd'hui ne sont pas uniquement ceux qui adhèrent à une association sportive. Les clubs sportifs ont su mettre en place des partenariats, notamment avec les établissements scolaires. Et petit à petit, en fait, très rapidement, dès l'enfance, on est amené à pratiquer du sport, à travailler sur la question du travail en équipe, la motivation, la gestion des émotions à travers l'activité sportive et aussi autour du vivre ensemble. Par la suite, ces clubs qui sont très bien implantés sur les territoires font aussi tout un travail avec les différents acteurs, que ce soit des acteurs associatifs, les collectivités ou d'autres types encore d'associations, pour justement créer aussi des événements qui vont être accessibles à ceux qui n'ont pas forcément la possibilité aussi de pouvoir payer une licence. Parce qu'il y a aussi cette réalité-là. Donc finalement, progressivement, dans le parcours finalement de l'individu sur un territoire, il a été amené à plusieurs reprises à être en contact avec un acteur socio-sportif qui l'aura permis finalement aussi de travailler sur sa posture en tant que citoyen sur différentes actions. Et puis on va aussi le retrouver notamment à travers le bénévolat, où finalement on est dans cette dynamique de gagnant-gagnant avec des publics qui ont été accompagnés et qui ont aussi à un moment donné envie de rendre autrement. Et de quand date la prise de conscience un petit peu des acteurs, on va dire institutionnels du sport, de la valeur justement du sport social, sa valeur sociale? Alors ça s'est fait... J'ai l'impression que c'est assez récent quand même. Alors ça va dépendre des échelons, ça s'est fait dans un premier temps au niveau des territoires. Les villes ont été les premières à valoriser notamment le sport. On peut le voir aussi dans les contrats de ville où la question du sport est introduite dans les appels à projets pour que les acteurs puissent se positionner et proposer des projets à dimension plurielle pour les publics sur leur territoire. Et puis après, il y a eu vraiment un cap qu'on ne peut pas négliger, aussi une vraie prise de conscience qui s'est actée par la mise en place du plan d'investissement dans les compétences avec le ministère du Travail et notamment la Caisse des dépôts et des consignations qui ont permis à des acteurs comme le consortium Inclure par le sport ou encore la Fédération de voile et d'autres associations sportives, je pense à l'APL, Sport dans la ville, de pouvoir développer des véritables programmes d'insertion par le sport sur les territoires où justement, Hugues en parlait tout à l'heure sur la question de la professionnalisation
formation des éducateurs sportifs où on va les accompagner en plus de mettre en place cette action à destination des publics. Il y a une double dimension, cette dimension un peu forme-action où l'acteur est aussi accompagné dans sa montée en compétences pour structurer sa démarche avec pour objectif de pouvoir pérenniser l'action sur les territoires et bien sûr de pouvoir aussi permettre à d'autres acteurs d'utiliser finalement les outils, les bonnes pratiques de ces clubs pour pouvoir aussi les mettre à profit dans leur association. Vous avez parlé de la Caisse des dépôts, des ministères. C'est important d'avoir le backup un petit peu de ces institutions? Alors oui, nous au niveau de la NPSS, on va beaucoup travailler avec des fédérations comme la Boxe Savate, avec des villes aussi, avec des élus aussi impliqués que Damien Alouche, sur les questions aussi de lien entre les différents acteurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour des acteurs sociosportifs qui sont très passionnés par leurs actions, qui sont parfois, qui ont peu de moyens, il y a une vraie réalité, qui fonctionnent avec des bénévoles, qui n'ont pas forcément une équipe de salariés. Le fait d'aller directement être en contact avec les bons interlocuteurs, parfois à la ville, au département, à l'agglo, est difficile pour eux, parce qu'ils ne sont pas en fait dans cette démarche-là. Ils n'ont pas encore finalement, j'ai envie de dire, les bons réflexes sur ces questions. Et donc, l'objectif de la NPSS est d'être un petit peu cette passerelle, faciliter la rencontre entre ces différents acteurs pour que finalement des projets puissent naître, se pérenniser, se développer, toujours en cohérence avec les besoins des territoires. Ça va être aussi pouvoir identifier au niveau des ministères les bons interlocuteurs au niveau des guichets, parce qu'aujourd'hui, on a parlé jusqu'à maintenant du sport dans sa pluridisciplinarité, et ça je trouve que c'est important. Les acteurs sociosportifs aujourd'hui, par habitude, vont toujours se tourner vers les guichets sportifs en priorité. Alors que quand on regarde toutes les actions qu'ils mettent en place, qui sont extrêmement riches, ils touchent différents types de publics. Dans une association, il est rare qu'on touche uniquement des enfants. On va toucher des adolescents, on va toucher aussi des publics handicapés, on va aussi travailler sur la féminisation, on va aussi travailler aussi parfois avec des personnes âgées. Et donc tout cela, c'est de pouvoir les accompagner à pouvoir identifier les différents leviers financiers qui vont leur permettre de pouvoir continuer à consolider leur action. Et donc ce travail-là, il peut se faire uniquement qu'avec l'apport et l'engagement de collectivités, des ministères et aussi notamment d'agences déconcentrées sur les territoires. Il y a un vrai travail de communication à faire. Comment on va le chercher, ce public cible? Et comment on va le trouver surtout? Justement, en tout cas pour une fédération comme la Fédération de Savate, en accompagnant nos structures, à la fois pour les aider à monter leurs projets, à la fois pour aller travailler et aller rechercher les partenaires locaux. Il y a quand même des réseaux aujourd'hui. Quand on parle de sport santé, aujourd'hui il y a des réseaux du sport santé dans les territoires. Donc comment on accompagne nos structures à aller chercher les bons interlocuteurs, travailler évidemment avec les collectivités locales et puis effectivement les accompagner sur la mise en œuvre du projet. Mais pour moi la question de cette montée en puissance de la performance sociale du sport, elle passe par deux choses, en tout cas pour la Fédération de Savate, parce qu'on a quand même un très bel outil aujourd'hui. On a un outil avec notre activité qui touche le plus grand nombre. Comme le disait Florence, on a des enfants jusqu'à des personnes âgées, on a 42% de féminines, on a une pratique qui est très loisir, donc qui est très ludique, accessible, etc. Donc on a vraiment un très bel outil pour ça. On a des clubs qui sont engagés. Donc aujourd'hui, comment on peut monter en puissance? Pour moi, il y a deux axes de travail. Le premier axe de travail, c'est la question de la mesure. C'est-à-dire comment on accompagne nos structures aujourd'hui à mesurer l'impact qu'elles ont par leurs activités. Et ce travail-là, il doit se faire avec nos associations, mais il doit se faire aussi avec les collectivités. Comment on mesure l'impact de l'activité sportive, et donc de la Savate Boxe française et des disciplines associées, sur les bénéficiaires et sur les territoires? Ça, c'est le premier axe de travail. Ça, c'est une grande question, mais en tous les cas, beaucoup de gens aujourd'hui se questionnent sur la question de la mesure de l'impact, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut engager comme travail et qu'on soit en capacité de donner à nos structures quelques indicateurs clés, des outils pour qu'ils puissent mesurer et donc rendre compte aussi aux collectivités et souvent aux financeurs de la capacité de l'activité à être impactante. On le sait, on le voit, maintenant il faut qu'on le mesure. La deuxième chose, c'est la question du lieu de pratique. Et là, moi j'ai envie aussi de profiter de ce moment-là pour dire il faut qu'on travaille aussi en lien avec les collectivités pour travailler sur l'équipement. Et l'équipement, pas forcément l'équipement traditionnel tel qu'on le voyait avant. On sait que les collectivités, elles gèrent des équipements sportifs, elles distribuent des créneaux horaires, etc.
Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on passe à un autre modèle. On parle beaucoup de tiers-lieux sportifs. Moi, je rêve aujourd'hui d'avoir dans les collectivités territoriales des tiers-lieux sportifs où la Servette Boxe Française pourrait travailler sur l'outil sport, mais en même temps, on pourrait avoir soit en direct, soit avec des partenaires, des associations qui viennent faire de l'accompagnement aux devoirs scolaires avec les enfants, de faire de l'insertion professionnelle, de faire de la santé avec une maison sport santé qui y sera accolée. Bref, qu'on travaille sur ces projets-là. Et là, je pense que c'est le rôle d'une fédération comme la nôtre d'aller accompagner nos territoires, d'aller accompagner nos structures, d'aller faire le lien avec les collectivités pour monter ces projets-là. Ça, ce genre de lieux, là, les tiers-lieux, c'est quelque chose qui est jouable à grande échelle, Damien ? Alors, sur la question des tiers-lieux, c'est une question qui commence à monter parce que pour des raisons de consommation d'espace notamment, c'est un lien entre l'urbanisme, le zéro artificialisation nette des sols, enfin toutes ces questions-là sont liées, intimement liées, donc on s'éloigne, on a l'impression de la question sportive, mais en vérité pas du tout, parce que la question à la place c'est l'endroit dans la ville où est-ce qu'on fait du sport. Que les sous des communes, enfin moi en tout cas je me noie pas sous l'argent public, donc on regarde chaque euro qui est dépensé, et chaque euro qui est dépensé, on se dit voilà, vous avez un endroit qui n'est pas forcément le cas d'une école. Une école, vous allez avoir du monde dedans au moment où vous avez l'école. Bon. Mais pendant les vacances scolaires, et à partir de 17h, qu'est-ce qui s'y passe dans cette école? Et donc on commence à réfléchir. De l'étude. Non mais pas forcément justement. Non mais voilà, non mais il peut y avoir des moments, peut-être dans une ou deux salles, mais pas dans l'ensemble des classes. Donc vous avez tout un espace qui est vide. Et ça aujourd'hui, les maires se posent la question de savoir comment ils peuvent faire mutualiser. Et donc la place des tiers-lieux, notamment sur la question sportive, elle est parfaitement pertinente. Parce que voilà, moi j'ai en tête 12 000 choses, il faut qu'on en reparle ensemble, messieurs, madame, parce que cette question-là, de la mutualité des bâtiments publics pour l'accès au sport, mais pas uniquement, mais là on parle du sport, donc c'est la question du sport, elle est totalement pertinente parce qu'elle répond, 1, aux besoins des habitants, 2, à nos capacités à nous à investir dans les nouveaux gymnases alors qu'on n'a plus forcément la place, et pour autant d'arriver à dynamiser et de participer à ce qu'on appelait de la manière dont le sport intègre la vie des gens. Donc oui, c'est parfaitement pertinent et ça rentre typiquement dans les réflexions qu'on se pose toutes et tous actuellement. Florence, il y a un mot qui a circulé depuis qu'on se parle depuis tout à l'heure, c'est le handicap. Oui. Souvent, on a tendance à oublier un petit peu les sportifs handicapés. C'est un mot important aujourd'hui quand on parle de performance sociale du sport. Totalement. C'est important déjà, de lui donner beaucoup plus de visibilité. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les clubs ont déjà cette culture où ils ont aussi des créneaux qui peuvent être adaptés à des personnes qui sont en situation de handicap en fonction de la situation de la personne. Et donc, c'est totalement déjà intégré dans la culture du club. Donc, effectivement, sur la question de comment lui donner une plus grande résonance et aussi une plus grande visibilité, ça va aussi passer par des actions qui vont être concrètes où on va en faire la promotion, que ce soit à travers des plateaux comme celui-ci, des événements qu'on peut organiser où justement des athlètes en situation de handicap vont pouvoir aussi prendre la parole et pas uniquement quand il s'agit, quand il y a des compétitions spécifiques qui leur sont dédiées, mais vraiment qu'ils intègrent pleinement l'espace en fait qui est aussi le leur, qu'ils gagnent vraiment en visibilité. Et ça, c'est le rôle aussi de chacun des acteurs comme nous et aussi des fédérations qui font aussi un gros travail sur cette question-là. Hugues, là-dessus, la fédération de Servette Boxe Française, elle se veut exemplaire? Oui, sur cette forme d'inclusion. Modestement, on prend notre part effectivement sur la question de l'accessibilité. Encore une fois, on a une pratique qui est très inclusive et qui permet à tout le monde de se faire plaisir et de pratiquer. Donc évidemment, on est dans cet engagement-là. On a par exemple une discipline comme la canne de combat où un pratiquant en fauteuil peut tirer quand un pratiquant valide debout et c'est pas forcément celui qui est debout qui a le plus de chances de l'emporter. Donc on est sur des pratiques qui peuvent être 100% inclusives. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, moi je voudrais élargir un peu le débat sur la question du handicap parce que souvent on a une vision du handicap qui est un peu resserrée. Mais en fait, la situation de handicap, elle est bien plus large. Quand on travaille sur le sport santé, des personnes qui ont des pathologies, par exemple, sont en situation de handicap à un moment donné dans leur pratique. Et donc, d'adapter la pratique, d'être sur une
un encadrement, encore une fois, professionnel qui comprend la question de la pathologie, qui est en capacité de l'adapter, qui est en capacité de répondre à la demande, aux besoins de la personne, va permettre de faciliter, d'améliorer l'accessibilité de la personne à la pratique et donc à mieux être, à mieux vivre ensuite dans sa vie quotidienne. Donc voilà, ça c'est un exemple sur le sport santé, mais on le voit sur d'autres exemples aussi. Le handicap, c'est finalement, on fait tous de l'encadrement sportif avec des personnes en situation de handicap. D'abord parce qu'il y a du handicap invisible. Donc dans les clubs, il y a un certain nombre de personnes qui ne le disent pas, mais qui sont dans des situations de handicap. Donc on fait de l'inclusion. Après, c'est comment on fait en sorte. Et là, c'est tout le rôle pour moi de l'associatif, du temps qu'on va passer avec les gens, de l'accompagnement qu'on va faire avec eux, de cette question de lien social, etc. C'est comment on va permettre à ces personnes-là d'utiliser en fait les effets positifs de l'activité dans leur vie quotidienne. Comment on va faire ce transfert-là entre l'activité physique et la vie quotidienne de la personne. Là, c'est une autre démarche. Et là, pour le coup, je pense qu'aujourd'hui, dans le mouvement sportif en général, pas que en Salle de boxe française, on a encore du travail à faire sur la formation des éducateurs, sur l'organisation des clubs aujourd'hui, sur le lien à faire avec les autres structures hors association, pour pouvoir créer ce lien et améliorer cette insertion ou cette inclusion en fait dans la vie quotidienne. Voilà. Sur la thématique du handicap, c'est aussi une question éminemment sensible sur la question des équipements urbains et de leur accessibilité. Peut-être que Damien voudra en dire un mot, mais on est complètement lié aussi à notre capacité de rendre accessibles nos établissements à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche tous dans le milieu sportif. Justement, Damien, comment ça se passe à Épinay-sous-Sénart? Vous êtes forcément sensible à la cause du handicap. Comment vous organisez, comment vous essayez d'apporter votre pierre à l'édifice? Alors, ça a été dit par Hugues, l'idée c'est de voir on considère que le sport est un droit. Donc, si le sport est un droit, alors il est opposable presque, et en tout cas il doit être ouvert pour tous et pour toutes. On a la chance à Épinay d'avoir une maison de santé. Dans cette maison de santé, vous avez un pas de géant qui fait de l'activité physique adaptée. Et donc en fait, culturellement, en fait, c'est dans nos veines ils sont là depuis de nombreuses années. Et donc la question de l'activité physique adaptée, je fais la distinguo entre l'activité physique adaptée et le handicap. Parce que l'activité physique adaptée est beaucoup plus englobante et beaucoup plus inclusive sur sa façon de voir. C'est-à-dire que vous soyez vous ayez 1 an, vous en ayez 75, que vous ayez une maladie chronique ou que vous soyez en situation de handicap, tout ça, ça a été dit tout à l'heure, vous écarte du sport. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on permet à ces habitants de refaire du sport. Donc vous avez l'activité physique adaptée dans la maison de santé, donc vous avez même les médecins qui ont cette culture-là. Maintenant, notre travail, c'est de faire en sorte que, à l'intérieur des associations, que vous ayez des éducateurs qui soient ouverts non pas sur la question uniquement du sport handicap, parce qu'ils le sont pour beaucoup, mais sur l'activité physique adaptée. En faisant ça, demain, vous avez une maladie, vous êtes hors du sport pendant 5-6 ans, vous avez du mal à revenir dans le sport. Aller voir une association, pas forcément évident, parce que voilà, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, socialement c'est pas simple. Donc vous allez avoir 20, 30, 40 séances avec l'activité physique adaptée. Et on essaye, pas simple, c'est vraiment pas simple du tout, mais ce qu'on essaye de faire, c'est que une fois qu'ils ont fini les 30, 40 séances, qu'ils puissent aller ouvrir les portes d'une association dans laquelle vous avez un éducateur qui a été formé sur la question de l'activité physique adaptée, et donc qui permet justement d'adapter son sport, que ce soit du badminton, que ce soit du kayak, que ce soit du tennis, et bien de pouvoir les inclure. Alors là, le Graal serait qu'un jour on arrive à avoir une espèce de passeport fédéral qui permet donc, vous avez vos 30 séances d'activité physique adaptée, vous allez ensuite faire 3 mois de boxe française, vous allez faire 3 mois de kayak et 3 mois de tennis. Et puis après, comme ça, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de prendre une adhésion, une licence. Non, vous avez un truc interlicence qui permet d'aller essayer. Vous faites ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand vous êtes prêt à retourner dans un sport, à retourner dans le cursus d'une asso, et ça y est, c'est reparti. Mais il faut vraiment arriver à accompagner, et là c'est structurel, et c'est un message qu'on porte auprès du ministère et des fédérations, mais on sait aussi que c'est pas simple. Mais en tout cas, c'est un idéal vers lequel on essaie de tendre, et qu'on tente à l'échelle et de la ville et de l'agglomération du Val d'Hyères, Val-de-Seine. Alors je vais interroger Florence qui prend beaucoup de notes. Je vous écoute. Oui, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Moi, ce que j'entends aussi derrière cette question-là, ça a été énoncé par Hugues et aussi par Damien. Il y a la question de la professionnalisation des acteurs, en fait, aujourd'hui, sur les différents défis qui sont les leurs aujourd'hui dans l'accompagnement des publics. Et c'est comment aussi on peut les mettre en lien avec une structure qui va donc
faire une forme de diagnostic des besoins aujourd'hui des clubs pour pouvoir aussi les accompagner à proposer un accompagnement, mine de rien, qui va être sur mesure, que ce soit dans l'ingénierie de leur programme, que ce soit aussi sur comment penser la question du sport adapté aussi dans le projet associatif et que ce soit pleinement irrigué dans tous les pendants des activités qui seront proposées par le club. Je pense qu'effectivement, il y a aussi un vrai challenge quand Hugues parlait sur la question de l'impact social. Ça passera de mon point de vue aussi par la question de la professionnalisation des acteurs qui va être un des enjeux centraux. Alors justement, vous êtes responsable de l'Association nationale de la performance sociale du sport. Vous dépendez de qui? Alors, nous sommes une association de loi 1901. Donc nous ne dépendons de personne. Non, nous dépendons de personne. Par contre, nous travaillons avec de nombreux acteurs parce que notre objectif, c'est aussi de pouvoir fédérer l'ensemble des acteurs qui travaillent aujourd'hui sur la question de la performance sociale par le sport. Et donc, on va travailler autant avec des clubs sportifs, des fédérations, des collectivités, aussi des entreprises qui sont engagées. Je pense notamment à la G2R La Mondiale, encore le Crédit Agricole. Mais nous n'allons pas, sur les associations, nous allons aussi travailler avec celles qui ne sont pas forcément rattachées à une fédération, mais qui, elles aussi, ont compris que finalement le sport est un formidable levier et l'utilisent dans la mise en place de leurs actions. Donc c'est finalement créer un espace de rencontre entre ces différents acteurs avec pour objectif aussi d'identifier les bonnes pratiques, de pouvoir aussi les vulgariser pour les transmettre le plus facilement à l'ensemble des acteurs et pour ceux qui le souhaitent aussi, les accompagner à travers la modélisation finalement, la prise en compte de ces éléments-là pour les adapter à leur réalité pour être le plus impactant possible. Alors Hugues parlait tout à l'heure de mesurer l'impact de ce que l'on fait. Est-ce que quand même depuis le début, depuis que vous avez entamé ce processus-là, vous avez le sentiment que ça fonctionne, que ça commence à fonctionner? Non mais on sait que le sport a un impact positif. On est même en capacité de le mesurer. Je pense notamment sur les questions du sport santé. Aujourd'hui, on est plutôt avancé sur ces questions-là. On a des tests, des questionnaires qui permettent de mesurer, par exemple, le niveau d'estime de soi, des choses comme ça. Enfin, on est en capacité de mesurer l'impact que vont avoir les programmes sur les bénéficiaires. On sait tout ça. Aujourd'hui, c'est plutôt notre capacité à modéliser, en fait, à faire en sorte que l'ensemble des actions éparses dans les territoires soit à la fois modélisé et qu'on ait un modèle aussi de mesure qui soit fiable et qui puisse être partagé par tout le monde. C'est ça aujourd'hui l'enjeu qui nous touche, nous, à la Fédération de Savate, mais qui touche l'ensemble du mouvement sportif. Mais pour revenir sur la question des effets ou depuis quand on sait que le sport a des effets positifs, on ne le sait plus toujours. Et en fait, on le sait tous. Le sport, on le sait tous, mais on n'a pas toujours été dans une démarche de le théoriser quelque part. On n'a pas toujours été dans une démarche de structurer. Voilà. Oui, peut-être que ce qui change véritablement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie montée des projets locaux sur ces questions-là. Peut-être que le local est allé plus vite que les fédérations sur ces questions-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive justement à modéliser, à redonner des projets structurants nationaux pour essaimer, accompagner. Juste, je reviens, je me permets, parce que je trouve que c'est important cette question de l'impact individuellement. On est tous impactés par le sport. Moi, le premier. Moi, le sport, il a changé ma vie. Moi, aujourd'hui, si je suis là et si je suis ce que je suis, c'est parce que un jour, j'ai poussé la porte d'un club, d'une association de quartier, qu'on m'a fait confiance, qu'on m'a intégré, qu'on m'a donné des responsabilités. J'ai découvert un sport d'opposition, quelque chose que j'ai trouvé absolument incroyable. On m'a donné la chance de monter sur un ring en savate boxe française, c'était juste fabuleux. Quand vous avez 14-15 ans, voilà, vous devenez secrétaire d'un club, vous devenez juge-arbitre, parce que les jeunes chez nous, ils jugent, ils arbitrent, ils sont coachs aussi. Donc tout ça, ça change des vies. Ça permet de devenir finalement les femmes et les hommes qu'on est aujourd'hui. Oui, mais alors je vais revenir aussi sur une question que je vous ai posée tout à l'heure. Vous dites, j'ai fait la démarche. Tout le monde n'est pas en capacité de faire la démarche. Donc ça aussi, c'est important de pouvoir donner l'opportunité, la chance aux uns et aux autres. Exactement. Et ça, c'est la question de l'inclusion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes celles et ceux qui peuvent passer la porte du club, ils sont les bienvenus. Et forcément, leur pratique va avoir un effet, va avoir de l'impact. Et plus ou moins, évidemment, je ne suis pas dans quelque chose de naïf, mais en tous les cas, voilà, il y a du sens. Et puis, il y a celles et ceux qui ne sont pas en capacité de passer la porte du club. Et là, il y a un vrai travail à faire.
pour aller dans les structures où sont ces personnes-là, pour aller dans les territoires où elles sont, et pour aller les chercher là où elles sont et les amener ensuite dans le club. C'est ça la définition de l'inclusion, c'est aller chercher les personnes là où elles sont et les amener petit à petit. C'est ce qu'on fait sur les personnes en situation de handicap, c'est ce qu'on fait sur les personnes qui sont très éloignées de la pratique socialement notamment, qui sont très dégradées. C'est ce qu'on fait sur la question de l'intervention en milieu pénitentiaire, sur des personnes dont on sait qu'elles vont sortir, dont on sait qu'elles sont extrêmement dégradées socialement et pour lesquelles il y a tout un travail de réinsertion sociale. Là encore, on n'est pas naïf, on sait très bien qu'on ne va pas radicalement changer les chiffres de la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice, mais en tous les cas, on va donner quelques repères, quelques éléments qui peut-être vont faciliter ces questions de réinsertion et donc d'inclusion. Voilà. Président, le mot de la fin ? On vient de parler de démarche et d'aller chercher les gens. Je pense qu'on a parlé des clubs, on a parlé des municipalités, des territoires. Il y a des organismes qu'il faut pas oublier, ce sont nos structures déconcentrées. On a parlé des territoires. Sur tout notre territoire, sur toute la France, nous, on a bien sûr des départements et on a des régions. Nous, dans les départements, on a dans chaque département, presque tous, et aussi dans les dom-toms, on a des comités départementaux. Ceux-là aussi font un gros travail et qu'il ne faut pas obliger. Et on a aussi des ligues. Les ligues, c'est dans la région. Donc là, il y a un organisme qui s'appelle la Ligue de Languedoc-Roussillon ou la Ligue maintenant d'Occitanie ou la Ligue des Hauts-de-France. Ceux-là aussi font des très gros boulots. Et après, je voudrais revenir moi sur la professionnalisation, ne pas oublier certaines personnes. On a parlé de prison, on va parler de centres pénitentiaires, on a parlé de prison. On sait que dans les prisons, il y a du sport, on sait que dans les prisons, il y a de la boxe, parce que les gens aiment bien faire de la boxe. Nous, on est en région parisienne, on a dans une prison, on a de la savate boxe française. On a parlé de féminisation. On n'a pas parlé d'une discipline, nous, qu'on a une discipline associée qui s'appelle la savate forme. C'est quoi? C'est sans opposition, donc ça, les féminines aiment bien, sans opposition, avec de la musique, avec une chorégraphie et en plus avec des mouvements de savate boxe française. Là, c'est une idée et puis ça c'est en train de germer depuis un petit moment. Pourquoi ne pas proposer dans certaines prisons pour les femmes ce genre de sport et qui pourrait justement leur faire réfléchir? On sait très bien que voilà, après, il faut se remettre dans la vie professionnelle. Et pourquoi ne pas se remettre dans la vie professionnelle justement de savate forme ou de choses comme ça. Et là, ça me fait réagir. Et par contre, il y a une autre chose aussi que je veux dire, c'est sur les municipalités. Là, il y a quelque chose qui me fait dire qu'il va falloir faire un club de savate à Épinay-sous-Sénart. Il n'y a pas de souci. On n'est pas allé chercher là-dessus encore. J'ai été le professeur de savate à monsieur Damien Alouche. Je peux dire à Damien parce qu'on se connaît bien depuis de nombreuses années. Et puis, on fait aussi souvent des réunions dans des salles qu'on appelle par exemple des maisons du sport, on va souvent à la maison du hand à Créteil. Eh voilà, il y a une petite interrogation. Moi, je cherche aussi à faire une belle maison de la savate et bon, voilà, allez. Bon, la pierre est lancée. Damien, la pierre est lancée. La balle est dans votre camp. Merci, si je peux finir président. comme ça. Merci, voilà. président. Merci, et vive le sport, vive la savate. Merci à Damien et merci à Hugues. On a bien compris l'importance du sport et notamment de la savate dans la performance sociale. On vous dit merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Sport Mag.